Bonsoir à tous. Donc, d'abord, je voudrais remercier Jean-Marie pour l'invitation à venir parler des solides poreux, alors des ions aux molécules de gaz. Que Jean-Marie a dit que tout ce qui n'était pas dense n'était pas utile comme batterie. Donc, je vais en parler un petit peu, mais je ne vais pas trop m'appesantir dessus. Effectivement, chaque type de matériau a son utilisation potentielle. Et voilà, je ne vais pas vous dire que les poreux sont d'excellents matériaux pour les batteries, effectivement. C'est un peu contradictoire. Néanmoins, aujourd'hui, je vais vous parler de deux aspects. Alors, c'est subjectif. Je voulais essayer de faire un lien avec les interventions précédentes et puis aussi parler d'autres choses, à la demande de Jean-Marie, notamment par rapport au CO2. Et je vais vous montrer aussi que, finalement, propriétés physiques et porosité peuvent être associées pour essayer de faire des choses nouvelles. Donc, le plan exposé, c'est une très brève introduction pour ceux qui ne sont pas familiers avec les solides poreux et en particulier les solides poreux hybrides qu'on appelle Metal Organic Framework. Et deux parties, une qui concerne finalement l'utilisation des MOF, on va dire comme matrice haute et redox avec ses limitations évidemment, et aussi d'autres utilisations de cette finalement porosité contrôlée, de cette charge de surface différente de celle des oxydes, finalement peut être utile pour d'autres choses qui concernent les ions, notamment la séparation et la purification. Et enfin, séparation, évidemment, les solides poreux sont surtout de nos jours d'intérêt pour les molécules stratégiques, comme sont le CO2, pour la capture du CO2. J'aurais pu parler aussi d'hydrogène, ou du méthane, ou de l'azote, c'est-à-dire des molécules stratégiques, mais il faut faire un choix, donc je vais parler du CO2. Évidemment, les propriétés de capture, en donnant quelques exemples de ce qui se fait dans la littérature et de travaux plus récents dans le cadre d'un projet européen, où on veut aller jusqu'au démonstrateur industriel, et quelques aussi travaux plus récents où on essaye justement d'associer, faire des composites avec des propriétés physiques pour essayer finalement de régénérer les matériaux avec une sollicitation externe qui utilise des énergies renouvelables. Et enfin, quelques pistes actuelles sur des matériaux composites, avec solides poreux mais particules inorganiques, pour essayer de transformer un peu ce CO2, même si finalement l'optimisation de ces différentes approches reste encore à développer, évidemment. Alors ici, deux transparents sur un rappel de ce que sont ces solides poreux hybrides. Donc finalement, par rapport aux solides que vous avez vu juste avant, vous avez toujours une partie minérale ici, des octaèdres, ça peut être de l'aluminium, du fer, du titane, ce que vous voulez, quasiment tout le tableau périodique, et des ligands organiques qui ont une partie rigide qui sert à espacer la formation d'une phase dense et ainsi avoir une porosité. Ici, ce solide a une porosité de presque 1 nanomètre. Et évidemment, cette porosité est assurée par ces ponts organiques entre les parties minérales. Et vous pouvez choisir quasiment tous les éléments du tableau périodique à partir du moment où ils réagissent avec ces bases de Lewis, donc des acides carboxyliques, phosphoniques, etc. Et dans les bases de données, il y a plus de 100 000 structures répertoriées à ce jour. La combinaison est quasiment infinie. Alors, toutes ces phases ne sont pas intéressantes, ne sont pas stables, etc. Mais c'est une très grande diversité structurale et chimique. Alors, évidemment, si vous voulez accéder à la porosité, il faut vider les pores. Ça paraît évident, mais les pores sont remplis de solvants la plupart du temps, de l'eau, des molécules organiques. Parfois, le ligand même de la structure. Donc, ce n'est pas si trivial que ça d'accéder à la porosité, d'autant que vous ne pouvez pas, comme une zéolite, calciner à 800 degrés, puisque ces matériaux sont stables en général, pas plus de 300-350 degrés Celsius sous air. Alors vous faites des particules, ici c'est les particules d'une centaine de nanomètres. Vous les faites par toutes les méthodes de synthèse classiques, les mêmes que pour les oxydes, finalement, en solvant, mécanosynthèse, micro-ondes, spray drying, voilà, tous les outils du chimiste sont à disposition. Vous pouvez faire des microparticules quand vous êtes chanceux. Et en termes de commercialisation, ces solides sont maintenant commercialisés alors, encore à petite échelle dans certains cas, et je vous montrerai un exemple récent de production industrielle de ces matériaux. Alors en termes on va dire de particularités physico-chimiques, donc ce sont les solides poreux, mais en fait, quand vous faites varier la nature du cation métallique, chaque élément en solution a une chimie bien particulière. La chimie de l'aluminium a très peu de choses en commun avec celle du zinc ou celle du zirconium 4+. Donc quand vous les mettez en face d'un ligand, qui peut être ici des acides carboxyliques ou phosphoniques ou imidazole, évidemment, la réaction en solution va donner lieu à des structures différentes. En particulier, l'unité de construction, c'est souvent ce qu'on appelle des clusters métalliques à plusieurs, à 3, 6, 8, 12, etc.
éléments métalliques condensés, ou des chaînes simples ou complexes, voire des plans. Et donc ça donne lieu à une très grande diversité de structures. Les structures peuvent être microporeuses, des pores inférieurs au nanomètre, typiquement, ou voire mésoporeuses de quelques nanomètres. Et dans ces structures, donc avec des porosités en forme de tunnel ou de cage très diverses, vous avez, selon la nature de l'élément métallique et selon le type de ligand, possibilité d'avoir accès à des sites acides de Leavitt ou de branche-tête, voire des sites basiques. Vous pouvez aussi, ça c'est une particularité de ces solides hybrides, prendre l'espace organique et avoir des fonctions polaires ou apolaires greffées sur la structure, ce qui fait que vous pouvez moduler les interactions avec les molécules dans les pores et vous pouvez moduler en particulier la balance hydrophile-hydrophobe, ce qui est très intéressant, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais par exemple pour la capture des composés organovolatiles. Également fait très intéressant, c'est que vous verrez par rapport à d'autres solides comme les éolytes ou les amines greffées par exemple, vous avez des interactions qui sont plus souvent liées à la physisorption, c'est-à-dire que vous n'avez pas de réaction chimique entre l'espèce dans les pores et la paroi, ce qui fait que la régénération est en général peu coûteuse en énergie. Vous pouvez avoir aussi, c'est un cas particulier, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, des matériaux avec une porosité dynamique, dont l'ouverture des pores va dépendre du stimuli. Ça peut être la molécule dans les pores, la température, la pression, le champ électrique, etc. Et enfin, la stabilité, ça a longtemps été un domaine où les premiers MOF qui ont été reportés au début des années 2000 n'étaient pas très stables, notamment en présence d'eau. Mais maintenant, il y a des dizaines, voire des centaines de matériaux qui sont stables, non seulement à l'air, en présence d'eau, mais aussi en conditions hydrothermales, voire en conditions relativement acides ou basiques. Alors, première partie de l'exposé, cette fois-ci, l'interaction entre les MOF et les ions. Alors, je ne pouvais pas ne pas commencer par les batteries. Donc, un travail fait en collaboration avec Jean-Marie Tarascon il y a plus de 15 ans. En particulier, des matériaux poreux à base de fer 3+, donc c'est des chaînes d'octaèdres de fer 3+. Ici, c'est deux structures qu'on peut obtenir selon les conditions de synthèse, qu'on appelle des polymorphes, c'est-à-dire même composition, mais structures différentes. Et une est rigide, flexible, celle-ci, et l'autre, 1068, est rigide avec des pores triangulaires microporeux ou des pores de 16 angstroms. Donc ces matériaux avec du fer 3, le fer 3 est connu par exemple dans l'olivine, les phosphates de fer 3 avec un potentiel effectivement relativement élevé, intéressant pour matériaux pour batterie. Donc ces matériaux ont été testés effectivement comme électrodes, et ici vous avez les propriétés de cyclage donc, du lithium de ces deux matériaux. Et ce qu'on peut voir, c'est que déjà les capacités sont relativement faibles, autour de 30 ou 70 ici, on va dire milliampères-heure par gramme. Et autre fait important, donc déjà ces deux structures n'ont pas tout à fait les mêmes capacités, alors qu'elles ont quand même des compositions très proches. Donc il y a un effet de la structure qui serait effectivement intéressant à regarder, mais c'est qu'on n'arrive pas à une réversibilité d'un x égale 1, c'est-à-dire on ne va pas jusqu'au fer 2 entièrement, ou enfin si on y va, on casse la structure en tout cas. Donc il y a une cyclabilité sur un x, je crois que c'est 0,35 ici et 0,5 ou 0,6 ici. Et à l'époque, une des hypothèses, c'est qu'effectivement ces matériaux sont des isolants, effectivement, et même quand on arrive à une valence mixte au sein de la chaîne inorganique, finalement à un certain moment, on va arriver, on fait une transition de phase et on fait quelque chose qui amorphise la structure. Donc c'était assez décevant malgré tout, malgré le fait qu'on arrive à une réversibilité, donc ce qui fait qu'on n'a pas trop continué dans cette approche-là. Néanmoins, dans la littérature, il y a eu quelques approches par la suite, notamment avec des MOF conducteurs 2D, donc c'est un travail de Yagi en 2012 publié, donc c'est un cobalt catécholate, donc c'est une phase 2D. Donc là, c'est des liaisons cobalt-catéchol, et ça forme des structures en nid d'abeille avec des empilements de couches, finalement. Vous voyez ici la photomicroscopie à transmission, c'est très joli, les pores auraient presque un solide mésoporeux à base de silice. Et si la capacité, finalement, on retrouve un peu celle de 1053, et avec une cyclabilité, on va dire, tout à fait correcte. Mais il n'y a pas d'amélioration, on va dire, significative en termes de performance. Un peu plus tard, le groupe de Jeffrey Long à Berkeley a utilisé des matériaux, cette fois-ci, où à la fois le métal et le ligand ont un caractère redox, donc du fer 3, mais avec un ligand qui est un hydroxycarbokylate, donc en fait c'est un dérivé de l'hydroquinone, donc un type de ligand très, très connu, donc ça forme des phases avec des pores relativement grands, et ils s'en sont servis pour l'insertion d'anions peu complexants de type BF4 ou PF6, et donc pour l'oxydation topotactique du matériau. Et ils se sont rendus compte que malgré le fait qu'on ait un ligand et un métal redox, seul le métal est capable finalement d'avoir une réduction oxydation réversible. Donc on n'utilise pas finalement la capacité complète qui était l'idée initiale
du projet du métal et du ligand. Et ils ont observé aussi une bonne stabilité sur une cinquantaine de cycles et une énergie correcte, mais très loin des standards inorganiques. Alors, autre possibilité dans le domaine des ions et on va dire des batteries, c'est de non plus utiliser les matériaux hybrides comme électrodes, mais s'en servir, par exemple, pour la fixation des polysulfures dans le cadre des batteries lithium-soufre. Donc ça, c'est un travail publié en 2011, toujours avec Jean-Marie. Donc là, ont été comparés plusieurs solides mésoporeux, soit des MOF à grand port de l'ordre de 3 nanomètres, soit des carbones mésoporeux, aussi avec la même porosité, ou alors des silices mésoporeuses de plus grande dimension de type SBA15. Et ici, pour voir les performances, on va dire que dans les 3 cas, la capacité chute progressivement après une cinquantaine de cycles, mais au départ, on a effectivement la silice et le charbon poreux qui sont les plus performants, et après, on va dire que le MOF baisse un petit peu moins vite. Mais ici, en fait, les pores sont très très grands. Les polysulfures sont beaucoup plus petits que la taille des pores de ces matériaux, donc ce n'est pas un effet vraiment de fil, c'est plutôt un effet de fixation. Mais effectivement, au bout d'un moment, les polysulfures arrivent à passer et on perd en capacité. Plus tard dans la littérature, certains ont poursuivi cette approche, mais en utilisant cette fois-ci non plus simplement un MOF mésoporeux, mais un MOF microporeux. Ici, c'est un composé à base de cuivre. Et là, cette fois-ci, ils ont recouvert une membrane de MOF sur une membrane d'oxyde de graphène, de façon à avoir cet effet de blocage des polysulfures pour ne pas aller de l'autre côté de la batterie. Et là, cette fois-ci, la performance est maintenue sur un nombre de cycles impressionnant, autour de 1500 cycles, alors que si on a juste l'oxyde de graphène seul, on a une chute relativement rapide. Alors évidemment, ça dépend de la vitesse de balayage qu'on utilise. On baisse d'un facteur important lorsqu'on passe de 0,2 à 3C. Mais c'est un progrès par rapport aux travaux précédents. Seule chose qu'on puisse dire ici, c'est que ces pores, malgré tout, 8 angstroms, sont relativement grands pour, on va dire, tous les polysulfures et que le système n'est pas optimal. Donc il y a d'autres travaux dans la littérature. Et nous, c'est des travaux internes non publiés au laboratoire. C'est pour ça que je n'ai pas mis le nom des matériaux. Donc les travaux de Vanessa Pimenta, qui est une maître de conférence au sein de l'équipe et qui est une ancienne de chez Jean-Marie, où là, l'idée, c'est non plus utiliser des matériaux qui ont une taille de pore importante, mais des super microporeux, on va dire, qui ont une taille de pore beaucoup plus restreinte et surtout qui ont la présence de groupements fonctionnels susceptibles d'interagir avec les polysulfures. Et ici, on voit que on fait des membranes composites, MOF, polymère et carbone. Carbone parce que le MOF n'est pas conducteur électronique. Et on voit ici que par rapport à la référence, finalement, quand on a cette combinaison MOF, polymère, carbone, on a une augmentation de 50%. Donc ce n'est pas supérieur à ce qu'on a observé précédent avec l'oxyde de graphène. Mais par contre, on a des matériaux, c'est des travaux qui ne sont absolument pas optimisés, qui demandent d'être optimisés. Mais on a des matériaux qui sont par contre beaucoup plus intéressants en termes de stabilité chimique et de synthèse que les matériaux précédents. Maintenant, un autre domaine, c'est plus des ions au sens minéraux, mais c'est plutôt des protons. C'est un sous-domaine de la recherche dans le domaine des MOF et l'énergie. Donc, finalement, il y a beaucoup de matériaux qui sont utilisés pour faire des membranes, on va dire, pour les piles à combustible basse température, c'est-à-dire en présence d'eau, à une température inférieure à 100 degrés. En général, ça consiste à introduire des groupements acides dans des polymères ou dans des matériaux de façon à avoir cette acidité et conductivité protonique relativement importante, de façon à remplacer le naphion qui a pas mal d'avantages, mais aussi des limitations importantes. Alors la problématique, c'est d'arriver à prédire quel va être le bon chemin de percolation des protons. C'est beaucoup plus compliqué que de prédire la capture d'un gaz, par exemple, puisque c'est de phénomènes locaux finalement très subtils. Et donc ici, c'est un exemple de matériau hybride qui a été conçu à partir d'un acide aminé relativement simple, c'est l'acide aspartique. Et l'avantage de ces petits ligands, c'est que comme la synthèse se passe en milieu acide, vous avez forcément un zwitterion en solution. Mais vous arrivez quand même à faire réagir le carboxylate avec le zirconium, parce que c'est un cation extrêmement acide, et vous formez ces structures cubiques. Et en fait, le groupement ici, ce n'est pas un NH2, c'est un H3, un H3+. Et donc, il rentre dans la structure protonée et il a son compère, le contre-ion chlorure, qui est immobilisé également de manière stoichiométrique dans la structure. Ce qui fait que ça fait un environnement, c'est extrêmement hydrophile comme matériau, et ça fait des pores de 4 angstroms qui sont tapis finalement de soit des groupements ZROH acides
de l'unité de construction, soit des groupements NH3+, ou des contre-ions chlorure, ce qui fait que ça fait un chemin de percolation très bon pour la structure. Au final, la conductivité protonique à 90% d'humidité et 95 degrés est à peu près égale à celle du nafion. Mais par contre, vous avez un matériau qui se fait au reflux avec des quantités records en très peu de temps. Donc voilà, et c'est stable sur à peu près 6 jours. Bien sûr, derrière, il faut faire une membrane. Vous ne pouvez pas utiliser en tant que tel le solide lui-même, puisque c'est un matériau cristallisé. Alors, autre approche différente, mais finalement sans doute tout aussi intéressante. Je vous ai parlé de fonctionnaliser les solides avec des groupements acides. Alors, évidemment, ça existe déjà avec certains polymères, qu'il faut faire attention à l'hydrolyse acide de ces polymères, ou des matériaux carbonés. Dans le cas des MOF, vous avez affaire à une limitation intrinsèque, c'est-à-dire que si vous voulez fonctionnaliser par des superacides, il faut que votre matériau soit stable en présence de ces superacides. Or, à pH 0, il n'y a pas grand MOF qui résiste finalement à ces pH-là. Il y a si quelques-uns, notamment les hauts degrés d'oxydation à base de titane, parce que c'est la chimie du titane. Dissout TiO2, il faut y aller, même en milieu acide. Donc, c'est l'exemple de ce matériau avec des clusters Ti12. Et alors, ça se trouve que c'est stable en milieu extrêmement acide, et en particulier, ça possède des sites d'insaturation, où initialement, il y a des formates ou des acétates. Et vous pouvez arriver à greffer, en vous plaçant à 6 molaires en acide sulfurique, greffer des groupements hydrogénosulfates sur ces sites, ici, et vous ne dégradez pas le matériau. Et ensuite, vous devez laver, bien entendu, mais vous conservez ces fonctions acides, même à haute température, ce qui fait qu'au final, en présence d'eau, vous avez des conductivités également proches de celles du nafion. Donc là aussi, c'est des candidats potentiels pour des membranes de type pile à combustible. Alors ça existait déjà, ce type d'approche avec des matériaux chromes, et vous comprenez bien que les matériaux chromes, ce n'est pas tellement durable, surtout de nos jours. Alors, il y a d'autres possibilités d'utiliser les interactions entre les ions et les solides poreux, c'est s'en servir comme membrane pour les séparer ou pour purifier. En particulier, vous savez, donc, la récupération des métaux rares, les terres rares ou le lithium. Donc ici, c'est des travaux où finalement ils ont fait une membrane qui finalement avec soit c'est l'oxyde de graphène, soit c'est l'oxyde de graphène avec un MOF. Ici, ce n'est pas forcément le meilleur candidat, mais c'est un MOF microporeux, c'est le ZIF8 qui a un imidazole de zinc hydrophobe, donc qui n'est pas particulièrement polaire. Et ils appliquent on va dire un champ électrique et ils voient quel est le passage effectivement des ions. Et ce qu'ils ont observé, c'est finalement quand on a ce composite avec l'imidazole de zinc et l'oxyde de graphène, on a effectivement des sélectivités. Alors ici, c'est des couples entre ions alcalins, essentiellement lithium, sodium, potassium et rubidium. Ils n'ont pas regardé en tout cas ici les ions divalents. Et on voit qu'on peut arriver à des sélectivités relativement importantes qui sont bien augmentées lorsqu'on a une combinaison entre finalement l'oxyde de graphène et le MOF. Un autre papier qui est paru récemment dans Nature Materials montre ici, c'est un concept de la technologie nanopore hybride finalement où ils font un trou finalement dans une membrane semi-conducteur asymétrique et ils vont faire croître directement des particules de MOF au sein du trou ici. Et le MOF, c'est un MOF au zirconium, l'UO66, dans lequel ils ont des groupements fonctionnels carboxyliques libres qui ne sont pas connectés au métal. Et ici, pour faire court, là, ils arrivent à démontrer que finalement, par rapport à la membrane non fonctionnalisée, lorsqu'on a le MOF dans la structure, on arrive à des sélectivités ioniques. Alors cette fois-ci, c'est monovalent, divalent. Vous avez potassium, magnésium ou sodium, magnésium, etc., qui sont relativement importantes. Alors une des explications, c'est simplement, vous avez les interactions évidemment supérieures avec le divalent, le carboxylique, par rapport à un ion alcalin, mais aussi possiblement l'interaction entre le cluster inorganique qui est insaturé et les ions mono ou divalents. Donc voilà, ils disent qu'ils peuvent s'en servir pour séparer les ions. Après, il y a d'autres articles dans la littérature. Il y a même une start-up aux États-Unis qui s'appelle EnergyX où ils disent qu'ils arrivent à récupérer le lithium des saumures en utilisant des membranes fonctionnalisées. Alors, autre type d'ion, cette fois-ci organique. Vous avez dans la pollution de l'eau est un problème très important. Donc vous avez tout un tas de molécules qui sont émises dans l'eau potable ou dans les rivières qui est très difficile d'enlever. Ça peut être effectivement des polyaromatiques, des pesticides, mais ça peut être également des molécules chargées, des colorants. Donc ici, c'est un travail qui a consisté finalement à utiliser des matériaux hydrophobes à base de chêne, d'oxyde de zirconium, et dont on peut faire varier de manière contrôlée la taille des pores.
ici en augmentant la taille de l'espaceur, donc vous passez de 3 angstroms à 7-8 angstroms, mais vous pouvez également avoir des groupements fonctionnels sur certains de ces ligands. Ça permet effectivement de moduler l'effet de confinement, mais également la polarité au sein de la structure. Et donc du coup, vous avez une possibilité d'avoir un effet triple en termes de séparation d'ions. Vous pouvez avoir évidemment la charge de surface, hein. Vous pouvez avoir l'effet de, on va dire, tanimoléculaire, donc avec la taille des pores. Et vous pouvez également, alors, soit avec le ligand, en particulier le groupement fonctionnel, arriver à moduler la densité de charge à l'intérieur des pores du matériau. Et donc ces solides, pourquoi en fait on s'intéresse au côté hydrophobe aussi, c'est parce qu'on veut capturer non pas dans les solvants organiques, mais dans l'eau. Donc il faut quand même qu'il y ait une affinité supérieure pour les pores, pour la molécule que l'eau. Et donc ça, c'est un exemple de résultat qu'on a obtenu sur des polluants classiques comme le paraquat, le diphensoquat ou le pyrène. Le pyrène étant une molécule neutre, mais les autres étant des molécules chargées. En particulier, on s'est intéressé au paraquat diphensoquat, qui sont deux molécules chargées positivement. Vous voyez qu'elles ont une densité finalement électronique assez différente. Et ici, on regarde la quantité et ici la sélectivité par rapport à ces deux polluants. Et on voit qu'effectivement, alors, soit on a les plus petits matériaux poreux avec les tailles de pores à 3-4 angstroms, on n'a pas beaucoup d'absorption parce que les pores sont trop petits. Mais à partir du moment où on a une taille de pore suffisante, on voit qu'on a une très forte sélectivité pour finalement cette molécule par rapport à celle-ci. Et fait intéressant, lorsqu'on compare avec d'autres solides, cette fois-ci de référence mésoporeux, comme MCM41 ou 1101, là on voit qu'il n'y a aucune différenciation finalement en termes d'absorption. Et voilà, en termes de sélectivité, on a des valeurs qui vont, pour les solides non fonctionnalisés, autour de 10, mais on peut monter à un peu plus de 1000 dès qu'on introduit des groupements polaires spécifiques dans les pores. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on peut utiliser, c'est pour la séparation de ces polluants cationiques finalement, mais c'est pareil avec les anions, on a montré la même chose, des matériaux hydrophobes fonctionnalisés. Alors évidemment, ce ne sera pas pour dépolluer complètement une rivière, parce que le prix de ces matériaux n'a rien à voir avec celui des charbons actifs, mais ça peut être en fin de purification qu'on peut utiliser ces matériaux. On peut aussi utiliser ces solides pour capturer les ions radioactifs, donc ici à base de sélénium, donc qui sont émis dans différentes conditions. Ici, c'est l'exemple avec un matériau au zirconium insaturé, qui est le trimésate de zirconium. Et on a des capacités d'absorption en phase gaz qui sont très importantes. Et une cinétique très rapide. Alors ici, l'absorption se produit sur la partie minérale, parce que vous avez des briques qui sont connectées 6 fois, donc en plein de centres de Lewis et de Bronsted, sur lesquels vous allez avoir une liaison covalente qui va se former avec ces ions-là qui se comportent un peu comme des sulfates. Alors, il se trouve que ces solides-là, on peut les faire aussi à température ambiante. Ça, c'est les travaux d'un étudiant qui a pu réaliser à température ambiante la synthèse de cette phase avec différentes tailles de particules. Alors, seconde partie concerne cette fois-ci le CO2. Alors, CO2, très très rapidement, je pense que vous connaissez tous la problématique du CO2. C'est un vaste problème. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par capture du CO2 ? Il y a l'air, 400 ppm, il y a les post-combustion, 0,1 bar de CO2 à température ambiante, pression ambiante, et il y a la pré-combustion, par exemple, pour la production d'hydrogène, où là, vous avez des barres de CO2. Vous avez évidemment, même si vous prenez que la post-combustion, un nombre incalculable de procédés différents, selon que vous soyez dans une cimenterie, une aciérie, etc. Et même dans les cimenteries ou les aciéries, vous avez des conditions de fonctionnement différentes. Vous avez possibilité parfois d'avoir une énergie, source de chaleur perdue que vous pouvez utiliser pour régénérer, des fois pas. Des fois, vous avez la mer du Nord à côté, ça permet de refroidir et d'enlever l'eau très facilement. Donc, il n'y a pas une application liée à la capture du CO2, on a autant qu'il y a de conditions finalement. Les procédés actuels les plus matures, ce sont les amines, donc phase liquide, les solvants. Donc, c'est une chimie sorption, vous avez formation de carbamate. Ça marche très bien. Il y a des démonstrateurs industriels un peu partout dans le monde, mais ça coûte cher encore. Le coût de capture du CO2 coûte relativement cher. Il faut régénérer et en plus de nos jours viennent se greffer des considérations un peu plus environnementales qu'il y a 10 ou 15 ans, ce qui fait que les gens même dans le domaine, pensent que les amines seules ne seront plus l'unique solution pour la capture du CO2 et ils vont devoir s'intéresser à d'autres solutions, moins nocives, moins corrosives ou moins chères. En particulier les adsorbants. Zéolite, charbon, tous les types de solides poreux que vous voulez. Si vous regardez les MOF, il y a plusieurs stratégies possibles. Une d'entre elles, c'est greffer les amines dans les pores de matériaux poreux. Alors, c'est les travaux essentiellement de Jeff Long à Berkeley,
mais ça a été fait 20 ans avant sur les silices mésoporeuses. Sauf qu'ici, bon, je ne vais pas rentrer en détail, il y a la forme spéciale des isothermes qui est plus avantageuse. Ici, ça marche bien. Ils peuvent moduler la température à laquelle vous absorbez et désorbez le CO2 en changeant la nature de la mine. Vous pouvez même stabiliser la mine en prenant des tétramines qui vont se connecter plusieurs fois au réseau, et donc vous avez quelque chose qui est plus stable thermiquement, plus stable à l'oxydation. Néanmoins, il faut greffer la mine dans un matériau qui déjà lui-même est cher. Donc c'est une étape qui est plus complexe, et ici, la capture du CO2, c'est des milliers, voire des centaines de milliers de tonnes par an d'absorbant qu'il va falloir. Donc déjà, c'est une question. Ensuite, la régénération thermique, elle peut être modulée, certes, mais la résistance à l'oxydation d'une amine, sur le long terme, est aussi un problème. Et aussi l'impact environnemental d'utiliser les amines. Autre stratégie, où il y a plusieurs sous-stratégies dedans, c'est faire la physisorption, cette fois-ci. Vous n'allez pas faire la réaction chimique. Alors évidemment, vous allez me dire, vous avez une affinité moindre pour le CO2, donc pour la capture directe dans l'air, je dirais que ça va être difficile de rentrer en compétition avec les amines greffées. Néanmoins, il y a plusieurs stratégies. Alors, par exemple, les MOF fluorés, c'est Idaudi, Zavorodko, où là, vous avez quasiment dans les conditions de post-combustion la même chose que les amines. Mais c'est des matériaux qui ne sont pas réalistes, impossibles à faire à grande échelle. Vous avez des MOF hydrophobes. Là, c'est les travaux de Beren Smith à l'EPFL. Vous trouvez un matériau avec des poches, avec des cycles aromatiques de type pyrène, et là, vous avez une cage poreuse totalement hydrophobe, mais à la fois des interactions fortes avec le CO2. Ce qui fait que vous pouvez aussi avoir plusieurs millimoles par gramme de CO2. Mais là, ces ligands ne sont pas réalistes, c'est les couplages de Suzuki pour faire ces ligands. Vous ne pourrez pas faire des kilos, voire des centaines de kilos de ces matériaux. Et une approche, nous privilégions cette approche, c'est les solides qui sont un peu moins performants, mais beaucoup plus faciles à faire, à base de micropores, de l'ordre de 4-5 angstroms, et différentes fonctions polaires, mais modérément polaires, on va dire, de façon à avoir une chaleur d'absorption un peu plus basse, mais quand même relativement importante. Et après, évidemment, vous avez la compétition avec l'eau. Et dans tous les cas, l'idée, c'est d'avoir une solubilité minimale qui est autour de 30 CO2N2 et les capacités autour de millimoles par gramme. Et donc, voilà, vous avez l'impact de l'eau qui peut être un problème, mais on peut s'en débarrasser. Je vous le montrerai plus tard. Ici, c'est juste une analyse critique que l'on peut faire, c'est subjectif, entre les différentes technologies. Donc, vous voyez, sélectivité, capacité, impact de l'eau, régénération, stabilité, éco-compatibilité et coût. Donc voilà, c'est qualitatif. Vous voyez que chaque catégorie de solide ou liquide a ses avantages. Et si vous prenez les MOF, on va dire que l'impact de l'eau peut être le problème principal, effectivement. La maturité aussi, puisque là, zéolite, charbon, c'est commercial. C'est déjà disponible à grande échelle, les amines aussi. Donc là, je vais vous présenter quelques résultats obtenus dans le cadre d'un projet européen qui est encore en cours. Alors, je ne vais pas donner trop de détails parce qu'on ne peut pas tout dire, où on a finalement décidé non pas de fabriquer des nouveaux matériaux, mais de dire qu'est-ce qui existe dans la littérature, chez nous ou ailleurs, et regardons avec un certain nombre de critères, enfin dire de performance, quels pourraient être les matériaux les plus intéressants pour, à la fin du projet, avoir plusieurs démonstrateurs à 100 kg mis en forme et qui vont être testés pendant plusieurs mois en conditions réelles dans des pilotes industriels. Donc évidemment, on a examiné ces matériaux avec, voilà, ça c'est un diagramme classique qui pourrait être finalement utilisé aussi pour les matériaux pour batterie en changeant juste quelques mots. Vous devez faire un compromis entre tout ça, entre la performance, la processabilité, le coût et l'aspect environnemental. Donc ici, voilà, il y a 3 matériaux différents dans le projet, se comportent différemment, et finalement, celui en vert qu'on a décidé d'utiliser à première vue. Et donc, en détail, ça comporte les capacités, sélectivité, il faut que ce soit résistant aux impuretés, parce que vous avez des SOX ou des NOx dans le processus, de l'eau, en combinaison, vous pouvez former de l'acide sulfurique, par exemple. La régénération, si vous avez une chaleur d'absorption plus élevée, il va vous falloir régénérer à 120 degrés au lieu de 80. Donc, et la stabilité long terme du matériau. Après, il y a les aspects mis en forme, mis à l'échelle. Parfois, vous pouvez avoir un matériau qui paraît idéal, mais quand vous regardez sur Alibaba combien coûte 100 kg de votre ligand, 70 000 €, d'accord. On va essayer de trouver un autre matériau. Après, le côté vert, vous pouvez avoir un matériau qui se fait facilement, s'active avec des solvants organiques à l'échelle de 50 grammes. Et si vous voulez faire
5 kg du matériau, vous ne pouvez plus en laboratoire travailler dans ces conditions. Et enfin, le coût et la disponibilité à grande échelle des précurseurs. Ici, c'est 3 matériaux qui avaient été présélectionnés pour le projet. On va dire, vous voyez que les performances en CO2 sont un petit peu différentes. Ici, ce qui est intéressant en général, c'est cette zone-là, parce que c'est la zone de la post-combustion. Vous voyez, vous avez entre 1 et 2 millimoles par gramme de CO2 absorbés dans ces matériaux. Et ici, vous voyez, entre le vert et l'orange, c'est mis en forme ou poudre, on va dire. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que vous devez mettre en forme pour la séparation, le test de séparation, mais vous ne voulez pas qu'une fois mis en forme, votre performance en capacité et en termes de diffusivité soit trop impactée. Et donc, les MOF sont des solides poreux, donc c'est fragile mécaniquement. Donc, quand vous mettez en forme, vous appuyez une pression mécanique. Et si vous avez un matériau à la fois qui n'est pas assez résistant à l'écrasement, dans la colonne, il va se retransformer en poudre. Donc c'est beaucoup plus problématique mettre en forme de billes ou de granules un MOF qu'une zéolite qui, elle, est beaucoup plus rigide mécaniquement. Et donc on a sélectionné certains de ces matériaux, et en particulier, ensuite, c'est toute une opération finalement d'optimisation de synthèse au laboratoire, puis ensuite de mise en forme. Donc on passe à des réacteurs qui vont progressivement jusqu'à une trentaine de litres. Et on s'intéresse après à l'effet du liant, parce que le liant impacte les propriétés de diffusion et les propriétés mécaniques du matériau. Donc ici, voilà, c'est un matériau, un exemple de matériau. Voilà, vous faites à 500 grammes au laboratoire, ensuite vous avez des centaines de grammes de billes qui font l'ordre du millimètre. Celles-ci ont une capacité, une résistance relativement bonne, l'ordre de 15 newtons. Et vous voyez ici que l'isotherme CO2 versus azote, on va dire, est maintenu, que ce soit à l'échelle du gramme, du kilogramme ou mis en forme. Donc ce n'est pas tout le temps le cas, hein, et donc c'est un peu un jeu de Lego d'ingénierie, on va dire, au laboratoire. Et l'étape suivante, maintenant, c'est la mise à l'échelle. Alors ça s'externalise, on ne peut plus le faire au laboratoire. Donc des partenaires on va dire, de chemical engineering en Corée ou des startups comme une startup Movtech en Irlande, qui eux vont faire 50 à 100 kg mis en forme de ces matériaux. Et ensuite, pour être testés, d'abord pilote de laboratoire à l'échelle du kilogramme et des démonstrateurs industriels à l'échelle de 50 kg sur 3 sites différents en Europe. TCM en Norvège, Solamat près de Marseille, et je crois que le site de Tupraz, il est en Grèce. En parallèle à cette étude est sorti, c'est la concurrence, c'est comme ça, hein, un travail de Shimizu, qui est un chercheur de Calgary, au Canada. Le premier exemple de finalement utilisation à l'échelle industrielle de MOF pour la capture du CO2, donc ça a été publié dans Science récemment. Et donc c'est à partir de ce matériau qui est un triazolate oxalate de zinc, microporeux, 300-400 m² par gramme, et qui présente une capacité de 2,5 mmol par gramme de CO2 à 0,1 bar de CO2 à l'ambiance, ce qui est remarquable. Et en plus, il n'est pas trop hydrophile, ce qui fait qu'il continue à capturer quasiment tout le CO2, même à 4 ou 5 ou 10% d'humidité relative. Et avec une start-up canadienne, Santé, ils ont développé un procédé où ils vont recouvrir une grille de MOF par, on va dire, 1 mm ou 2 d'adsorbant. Et en fait, ils vont absorber le CO2 donc à température ambiante. Et ensuite, ils vont utiliser la chaleur perdue dans la cimenterie en faisant tourner l'adsorbant pour régénérer à 110 degrés en 1 minute l'adsorbant. Et ils ont testé ce procédé pendant 1 an. Et ils n'ont eu même pas 1% de perte de capacité de CO2 du matériau. Ce qui fait qu'avec BASF et Total, ils ont décidé de passer à l'étape suivante, qui finalement est le projet CO2 Mount, qui est pour une cimenterie, pour une unité de capture du CO2 à Portland, aux USA, où ils vont traiter cette fois-ci avec 200 tonnes de MOF, jusqu'à 1 million de tonnes de CO2 par an. Et plusieurs projets d'installation d'une usine similaire sont envisagés en Europe. Donc ça, c'est important pour le CO2 et, on va dire, les adsorbants. Et ils ont estimé le coût de la capture du CO2 à $50 par tonne de CO2, et avec un crédit d'impôt, ça rendrait finalement le coût de la capture du CO2 acceptable sur le plan environnemental et surtout économique. Voilà, donc, et aussi, on peut dire que ça contribue, ce résultat-là, vis-à-vis des industriels, à considérer que les matériaux de type MOF ne sont plus un risque si grand que ça. Donc c'est aussi un bénéfice pour finalement tous les chercheurs dans le domaine par rapport à ce que pense l'industrie de ces matériaux qui sont intéressants, mais finalement ne vont jamais faire sauter le pas dans l'industrie. Alors quand même, malgré ces résultats que je vous ai présentés, il y a des limitations. Les MOF sont des adsorbants, d'accord, avec différentes capacités, de sélectivité, etc.
Néanmoins, si vous regardez ici cette absorption-désorption de CO2 sur un MOF greffé avec une amine, vous voyez que c'est faisable, mais ici, vous voyez, c'est en minutes. Vous voyez que chaque cycle, ça prend quelques dizaines de minutes. En particulier, la désorption prend plusieurs minutes. Et ça, les gens, les procédés, nous disent, mais vous ne pouvez pas faire la même chose en étant 2 fois plus rapide. Parce que comme ça, on peut cycler 2 fois plus par unité de temps et ainsi avoir une capacité de capture du CO2 beaucoup plus importante. Le problème, c'est que le MOF est un isolant thermique, un isolant électrique. Donc la chaleur d'absorption, il va falloir l'évacuer. Donc vous pouvez rajouter du carbone ou un peu d'aluminium. Mais surtout, la cinétique, le transfert de chaleur va être quand même trop faible. Donc ça, c'est un problème, on va dire, parce que l'étape de désorption, c'est 70% du coût total de, on va dire, le procédé de capture. Donc comment accélérer cette désorption? Et aussi, un autre problème que finalement posent les gens de l'industrie, c'est d'accord, on peut trouver de la vapeur chaude perdue quelque part dans un procédé pour régénérer l'absorbant. Mais ce n'est pas toujours le cas, et on ne va pas utiliser l'énergie non renouvelable, il faudrait utiliser l'énergie renouvelable, l'énergie électrique, donc, qui peut venir du solaire, du photovoltaïque, de l'éolien, etc. Donc l'idée, c'est d'essayer, alors ça c'est un exemple, hein, c'est finalement un stimuli qui va utiliser l'électricité, donc idéalement l'énergie renouvelable, et vous avez les micro-ondes. Vous pourriez avoir aussi le champ magnétique, vous pourriez avoir aussi une pression mécanique. Donc l'objectif, c'est effectivement de combiner l'irradiation micro-ondes de façon à accélérer la désorption du CO2. En fait, si vous capturez le CO2 ici, hein, vous allez avoir le procédé classique, temperature swing absorption, et vous allez désorber à une certaine vitesse avec de l'énergie électrique classique. Si vous avez un micro-ondes, vous placez votre colonne dans une cavité, ici, micro-ondes, vous pouvez espérer accélérer la désorption du CO2. Donc effectivement, les MOF eux-mêmes, ou les éolites, c'est pareil, c'est mauvais conducteurs électriques, donc du coup, conductivité électrique et absorption, perte diélectrique sont liées par des équations, j'en parlerai tout à l'heure. Donc vous avez besoin d'une absorption micro-ondes augmentée pour ces matériaux, pour un chauffage rapide, et donc il faut arriver à rendre les absorbants conducteurs. Donc ça revient finalement à une des problématiques qu'on a vues pour les batteries, où les MOF sont en général de mauvais conducteurs électriques, et même quand ils le sont, les potentiels font que tu ne peux pas utiliser toute la réduction potentielle de ces matériaux. Donc qu'est-ce qu'il existe pour faire des MOF conducteurs? Je l'ai présenté tout à l'heure, des MOF 2D avec des catéchols ou autres, et vous avez une délocalisation par des radicaux, effectivement. Vous pouvez avoir des fois de l'empilement de cycles aromatiques, ce qu'on appelle du stacking, effectivement. Vous pouvez avoir un peu de chance, et vous avoir, par exemple, votre unité de construction, c'est déjà un nanophile d'oxyde de cuivre que vous pouvez même sulfurer. Le problème, c'est qu'ici, ces matériaux sont rarement poreux, hein, et là, on ne peut pas dire que ce soit des pores adaptés à la capture du CO2. Vous avez vu la taille des pores, c'est énorme. Alors, en termes de densité, on va être encore pénalisé, sans compter que ces matériaux sont complexes et chers à réaliser. Donc en fait, on peut introduire une conductivité. Alors c'est bien pour l'électrocatalyse, c'est bien peut-être pour les supercondensateurs, pour les Lamborghini par exemple, pour la détection, oui, mais on est très, très loin des critères nécessaires pour la capture du CO2, qui est finalement quelque chose à grande échelle. Alors, vous pouvez faire des composites. Ça, c'est une stratégie classique dans les matériaux, avec des choses conductrices, donc 3D, des nanophiles, des 2D, voilà, ou même des matériaux, on va dire, conducteurs. Voilà, donc ici, ça se passe par percolation, évidemment. Et là, vous avez l'importance de la microstructure, et je reviendrai dessus derrière. Alors, vous pouvez partir d'une approche simple. Vous avez un matériau qui, par exemple, a un nanophile d'oxyde, et vous le dopez pour le rendre plus conducteur. Mais bon, ici, on voit bien que quand on met dans ce matériau titane 15% de fer, on passe d'un très mauvais conducteur à un très mauvais conducteur, finalement. On reste très mauvais conducteur. On a une amélioration, mais c'est limité. On peut mettre des polymères conducteurs, ici, comme du polythiophène, qui va dans le matériau. Alors, ça rend le matériau photoconducteur avec une durée de vie des charges excitées qui est extrêmement longue. Donc c'est intéressant pour l'auto-électronique, mais vous bouchez un peu les pores quand même ici. Et ici, une méthode complexe, il faut aller à haute température, et ce n'est pas tellement recommandé. Donc c'est à éviter. Donc on a choisi plutôt une alternative qui consiste finalement à partir d'un matériau poreux de référence. Alors j'ai pris celui-là, mais ça aurait pu être un autre. C'est un bisphosphonate de titane qui est d'intérêt pour le CO2, qui est fait en synthèse verte, qui est facile à faire en grande quantité, très bien. Et on s'est décidé de coupler ça avec des oxydes de graphène, des oxydes de graphène qu'on va plus ou moins réduire derrière.
Donc après, dans la littérature, les gens font en général un composite post-synthèse, et ils ne s'intéressent pas trop à finalement la conductivité, ils regardent plutôt les propriétés catalytiques. Mais si nous, on ne voulait pas non plus que l'oxyde de graphène, ce n'est pas un bon matériau pour la capture du CO2, donc on veut conserver les propriétés de capture du CO2, et donc on ne va pas mettre trop d'oxyde de graphène non plus dans le composite. Donc on s'est intéressé à deux méthodes, post-synthèse et in situ. In situ, vous faites la croissance directe en présence de l'oxyde de graphène. Et finalement, voici les conclusions de cette étude. On a regardé ici la perte diélectrique et ici la conductivité électrique. Et on voit ici les MOF de départ ne sont pas bons absorbants diélectriques. L'oxyde de graphène, lui, l'est, comme prévu. Et on voit que finalement, quand on fait le synthèse in situ, par rapport aux matériaux post-synthèse, ici en bleu, on a une forte augmentation de la perte diélectrique. Et quand on regarde la conductivité électrique, c'est la même chose. En fait, le composite post-synthèse reste isolant, alors que le composite, on va dire, fait par synthèse en présence de l'oxyde de graphène, lui, a presque la conductivité électrique de l'oxyde de graphène. Alors pourquoi ? Ici, c'est une vision schématique qui se base sur pas mal d'analyses physico-chimiques ou de microscopie à transmission, donc je n'ai pas le temps de détailler aujourd'hui. Mais en gros, si vous prenez le composite in situ, vous allez d'abord faire croître le métal sur les zones sp3 de l'oxyde de graphène, et ensuite vous allez faire croître le MOF. Ce qui fait que les zones sp2, finalement, qui participent à la conductivité électrique, vont rester libres et vont s'empiler. Donc vous avez finalement un effet de microstructure, une séparation de phase, MOF sp3, sp2 qui reste avec sp2. Quand par contre vous faites la chose post-synthèse, c'est juste électrostatique, hein, et donc il n'y a pas un arrangement tridimensionnel des deux éléments de la même manière, et donc ça reste isolant. Donc c'est cet effet de microstructure qui permet d'avoir finalement la propriété voulue. Donc ensuite, on a mis à l'échelle ces matériaux hein, pour faire des tests au laboratoire, donc jusqu'à l'échelle de 500 grammes en présence d'oxyde de graphène fourni par Graphénéa. Et on a pu mettre en forme les matériaux en quantité suffisante avec un liant pour faire des tests ensuite comparatifs de TSA et de MSA. Ici, c'est les résultats donc, liés à une collaboration avec la faculté polytechnique de Mons, Guy de Verhelde. Donc c'est un petit pilote, c'est à petite échelle, ici quelques dizaines de grammes à l'échelle du laboratoire. Et ici, vous absorbez le CO2 dans l'air, et vous allez désorber soit de manière conventionnelle à 50 degrés, soit à 50 degrés, mais sous 2,5 GHz d'irradiation micro-ondes. Et vous voyez que vous désorbez le CO2 ici en 290 secondes pour le procédé classique, contre 135 par le micro-ondes. Alors évidemment, ce n'est pas optimisé, hein, mais on voit qu'effectivement, il y a une cyclabilité sur plusieurs cycles qui a été vérifiée. On ne dégrade pas le matériau sous champ micro-ondes. Et on voit donc qu'on peut accélérer fortement la désorption du CO2. Alors évidemment, vous allez me dire, vous utilisez l'électricité, il faudrait comparer en termes de coût énergétique. Ça, c'est l'étape suivante. Effectivement, là, actuellement, on est en train de monter un pilote de laboratoire, mais il y a tout le design du processus qui a optimisé, parce que ce n'est pas évident. Vous pouvez concevoir, si vous augmentez la taille de la colonne, l'absorption micro-ondes, comment vous allez faire pour arriver au cœur de la colonne. Donc, en fait, il faut prendre plusieurs colonnes, qui chacune ne dépasse pas une certaine dimension, de façon à avoir une absorption micro-ondes homogène au sein de la colonne. Alors, je vais finir par ça, quelques exemples sur la conversion du CO2. C'est quelque chose qui est bien développé au Collège de France avec Marc Fontcave, mais disons que vous savez que le CO2, voilà, c'est un processus complexe pour arriver à le réduire selon que vous voulez à l'acide formique ou les alcools ou les oléfines. Ça n'implique pas le même nombre d'électrons, ce n'est pas aussi complexe que ça. Mais néanmoins, derrière, l'idée, c'est d'essayer de valoriser de différentes manières le CO2, parce que vous allez le capturer, c'est bien, mais vous allez en faire quoi ? Le stocker dans les anciens puits de pétrole, c'est possible, mais ce n'est pas possible partout. Vous n'allez pas vouloir transporter le CO2 sur des milliers de kilomètres non plus. Est-ce que ça a un sens ? Donc essayez au moins de le valoriser pour obtenir des molécules d'intérêt. C'est un objectif poursuivi par plein de gens. Donc il y a un très grand nombre de voies possibles. Il y a effectivement thermique, il y a électrocatalytique, photocatalytique. Il y a une grande variété de produits, mais on peut affirmer qu'à ce jour, en tout cas sur le plan du bilan carbone, il n'y a pas de solution vraiment totalement satisfaisante. Ici un exemple finalement d'utilisation de solides poreux pour la méthanation du CO2. Donc la méthanation du CO2, c'est on fait réagir de l'hydrogène perdu avec du CO2 pour faire du méthane. Et le méthane, ensuite, on le réinjecte dans le circuit de ville. Donc il y a différentes approches. Catalytiques, par exemple, à température élevée, avec des métaux nobles. Vous pouvez utiliser la photocatalyse, mais à ce jour, ça marche essentiellement sous UV.
ou vous pouvez essayer d'utiliser des MOF, mais les performances sont relativement limitées avec un article précédant le nôtre. Donc il y a encore de nombreux défis pour le CO2. Alors j'ai oublié de citer le plasma froid, ça c'est les travaux des gens de chimie ParisTech et de Sorbonne Université, où ils font plasma froid avec des oxydes supportés avec du nickel, dans le cadre de la start-up Energo. Alors ici, c'est un exemple de matériaux à base de titane, effectivement, parce qu'on s'intéressait à la photométhanation du CO2, donc il faut un matériau qui est photoactif. Le problème, c'est que vous allez travailler à 200 degrés en présence d'eau, vous avez un risque très fort de dégrader le matériau, et vous voulez également avoir quelque chose qui absorbe dans le visible. Donc on a choisi finalement des ligands qui sont colorés, donc les amino isophthaliques qui sont dérivés de la biomasse, et on a fait ce matériau microporeux, avec des pores là encore autour de 4-5 angstroms qui sont intéressants pour la capture du CO2. Et il se trouve que ces matériaux sont très stables chimiquement et thermiquement. Et ensuite, on a regardé avec des collègues espagnols qu'est-ce qui se passe à une irradiance sous visible à 200 degrés en présence d'une certaine quantité d'hydrogène et de CO2. On s'est aperçu que le matériau avait une certaine activité pour transformer le CO2 en méthane. Néanmoins, finalement, donc c'était la première fois qu'on identifiait un matériau MOF capable de faire cette réaction, mais les performances sont quand même bien en deçà des oxydes dopés avec les métaux nobles ou le graphène dopé. Donc du coup, l'étape suivante, ça a été de se dire, le MOF tout seul, il peut capturer le CO2 ou capturer le CO et être sélectif par rapport au méthane. Oui, mais néanmoins, un matériau aura fait rarement le travail tout seul. Et donc ici, on a utilisé les propriétés finalement de séparation de charge d'un matériau titane sous irradiation pour faire ce qu'on appelle la photodéposition, pour mettre des petites particules de ruthénium ou d'oxyde de ruthénium. Ici, le matériau étant avec des pores trop petits, c'est en surface externe des particules. Donc on voit que le matériau est conservé, hein, il y a l'oxyde de ruthénium qui est en surface du matériau. Et là, on a refait donc le même test catalytique et on voit que cette fois-ci, l'activité a été multipliée par 15 en présence de l'oxyde de ruthénium et du matériau. Alors on est toujours un ordre de grandeur en dessous des meilleurs oxydes dopés, mais nous, on travaille dans le visible. Alors on a du ruthénium, certes, mais on n'a pas de platine ou de rhodium. Et donc c'est effectivement une étape. Et l'idée, c'est d'essayer encore de gagner un ordre de grandeur. Parce que si on gagne encore un ordre de grandeur, on peut envisager la photométhanation en continu. Et ça, c'est effectivement un prérequis si on veut aller vers, on va dire, une industrialisation de ce type de procédé. Alors c'est stable, hein. Sur cette cycle, vous voyez qu'il n'y a pas de désactivation du catalyseur. Vous voyez en rayons X et en RMN carbone 13 que le matériau n'est pas dégradé. Et enfin, dernier exemple, c'est production d'hydrogène à partir de l'acide formique. Alors pourquoi l'acide formique? L'acide formique, c'est liquide, ça se transporte facilement, c'est intéressant pour le stockage, et surtout, c'est un cycle très court entre le CO2 et l'acide formique. Ça a très peu d'électrons impliqués. Et donc, fait partie des solutions potentielles pour finalement le stockage-transport de l'hydrogène. Le problème, c'est que les catalyseurs actuels, c'est des nanoparticules de palladium qu'il faut immobiliser dans des matrices poreuses. Et les réactions sont quand même assez contraignantes. 60 degrés dans l'eau, acide formique, formate. Donc la plupart des catalyseurs mésoporeux qui sont utilisés, enfin les supports mésoporeux pour capturer ces nanoparticules de palladium et les immobiliser, se désactivent et se dégradent en fur et à mesure. Et donc, ce qui fait que ce n'est pas performant. Donc, au laboratoire, on a développé il y a quelques années donc, des nouveaux solides mésoporeux à base de zirconium. Alors, vous allez me dire, il y en existe déjà des MOF mésoporeux. Oui, dans la littérature, mais les seuls stables sont à base de chrome. Les autres ne sont pas vraiment stables chimiquement, et dans des réactions aussi contraignantes qu'avec l'acide formique dans l'eau, c'est inenvisageable de les utiliser. Donc, en plus, ces matériaux qui font des tailles de pores autour de 2,6 nanomètres, alors sont constitués de ZR12 et de ZR6 pour ceux que ça intéresse, ils ont la particularité d'avoir la position 5 du ligand pointée vers le centre des pores. Or, c'est là où toutes les fonctionnalités de ce type de ligand sont introduites, et donc vous envisagez déjà qu'avec la possibilité de décorer les pores avec différentes fonctionnalités, et en même temps que ça pointe vers le centre des pores. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On a pu démontrer qu'on pouvait former ces solides avec différentes fonctionnalités, polaires ou apolaires, ou dans certains cas, on ne pouvait pas faire la phase avec 100% du ligand fonctionnalisé, on pouvait faire des mélanges de ligands. Et donc on forme les mêmes phases. Et vous voyez ici que juste en changeant le ligand de départ avec une fonction avec un brome ou un hydroxo, vous décalez l'isotherme d'absorption d'eau vers les matériaux plus hydrophiles ou plus hydrophobes.
Ensuite, on a déposé des nanoparticules de palladium par une méthode simple, réduction de borohydrure de sodium dans l'eau à 0 degré Celsius, un processus classique. Et vous voyez que vous avez des petites particules ici de palladium autour de quelques nanomètres immobilisées. Alors, on ne sait pas vraiment où au départ, dans les pores ou en surface. Et quand on regarde les performances finalement de production d'hydrogène à partir de l'acide formique et formate dans l'eau, on voit que notre matériau ici est bien plus efficace, non seulement que le charbon actif mésoporeux ou d'autres MOF mésoporeux à base de zirconium, mais également matériau de référence en catalyse pour les MOF, qui est le 1120 au chrome. On a une activité qui est supérieure. Et c'est stable sur 5 cycles, donc le matériau ne se dégrade pas. Quand on regarde de plus près, où va le palladium? Donc ici, on a regardé avec plusieurs fonctionnalités finalement. Soit le matériau de départ, ici, soit les matériaux des groupements fonctionnels avec des groupements OH. Et on s'est aperçu que la distribution de taille de particules de palladium était très différente. Et clairement, les pores font 2 nanomètres. Donc on voit bien ici que les particules ne sont pas dans les pores, ou alors dans des défauts, mais surtout en surface. Et ici, quand on a un groupement OH, déjà ça va un petit peu mieux, puisqu'on a quelques particules qui font autour de 2-3 nanomètres, ce qui laisse penser qu'on a une partie dans les pores. Par contre, après un cycle de catalyse, on voit que la taille des particules a tendance à augmenter, ce qui veut dire que certaines particules retournent en solution ou en tout cas font du mûrissement d'Oswald. Donc, du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est on a décidé de substituer une partie isophthalique par ce ligand, qui est un pyrazole dicarboxylique. Pourquoi le pyrazole? Parce que le pyrazole aime bien les métaux divalents, ou les métaux, en tout cas, à bas degré d'oxydation. Donc, en particulier, le palladium. Donc on voit ici, lorsqu'on utilise ce type de ligand, on a une taille des particules de palladium qui est très contrôlée, et il n'y a quasiment aucune particule qui dépasse la taille des pores du matériau, donc ce qui laisse penser que les particules sont vraiment immobilisées dans les pores, et par conséquent l'activité catalytique par rapport à la fonction OH finalement est largement améliorée. Et si on regarde même le matériau de départ qui était non fonctionnalisé, voilà, l'augmentation de l'efficacité on va dire, la production d'hydrogène n'a rien à voir. Donc évidemment, ici, c'est juste une stratégie d'immobilisation, contrôle des particules dans les pores. On se dit que finalement, est-ce qu'on utilise vraiment le MOF la matrice MOF comme on va dire un co-catalyseur? Sans doute non. Donc il y aurait des choses à faire certainement pour essayer peut-être d'introduire des choses dans les parties oxocluster métalliques pour améliorer la réaction. Mais néanmoins, voilà, c'était un joli exemple de stratégie de fonctionnalisation pour finalement la production d'hydrogène et la réduction du CO2. Donc voilà, j'ai terminé. Je voulais quand même remercier tous les collègues qui ont participé. Alors j'avais peut-être oublié, désolé, ces études. Donc voilà, je ne vais pas tous les citer. Au sein d'un laboratoire à Paris, les anciens collègues de l'Institut Lavoisier à Versailles, Montpellier pour la modélisation, le synchrotron bien entendu, les collègues de Valence pour des tests catalytiques ou les collègues de Kyungshu d'Osaka et de Shenzhen en Chine, et les collègues de Belgique, effectivement, pour la partie micro-ondes. Et je vous remercie pour votre attention.